Merci, Alain. Si vous voyez que je pars à un moment donné, vous avez juste à tirer après le fil, puis je vais revenir. Je suis bien branché ce matin. Merci beaucoup, Alain. Merci, Annie, des personnes que j'apprécie beaucoup. Alain, on a fait notre secondaire ensemble à l'École Jésus-Marie. Avec Christian ici. On est vieux un peu. On est vieux un peu. Non, on est encore bien jeune. Je suis content d'être ici ce matin. Je vous remercie de l'invitation. Je ne m'attendais pas à ça. Alain, à un moment donné, durant un souper d'amis, il me dit « Hey Dan, on aimerait ça que tu viennes me présenter parce que je parle beaucoup de tout ce qui arrive. On se parle beaucoup de tout ce qui nous arrive. » Puis Alain il a dit « Ça serait peut-être intéressant que tu viennes nous en parler devant la Chambre de commerce. » Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir plein de monde que je connais aussi. C'est vraiment le fun. Mon équipe, Développement PME, qui sont là ce matin, toute la tablée qu'il y a là. Une super gang, vraiment, du plaisir. Mes enfants, qui sont ici ce matin. Mes 4 enfants qui sont là. Vraiment content de les avoir avec moi. Ma femme vient de m'envoyer un petit message. Elle dit « Je vais avoir beaucoup de pensées pour toi ce matin. » Donc, elle ne pouvait pas s'empêcher de m'envoyer un petit mot. Des amis aussi, Alain, naturellement, et Christian. Un de mes bons amis aussi, des Kiwanis, hein, dans le regroupement dans lequel je fais partie. Puis je suis très, très heureux de tout nouveau dans les dernières années. Donc, Pierre, qui est là ce matin, qui représente le club Kiwanis, dans lequel je m'investis de plus en plus. J'espère qu'on va être capable d'aider beaucoup les jeunes. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, Saint-Joseph, bien, écoutez, c'est ici que j'ai fait mon adolescence. Hein? 12 ans, on déménage ici à Saint-Joseph. Et là, ben, j'ai découvert plein de choses à Saint-Joseph. Oui. À Saint-Joseph, j'ai découvert que, bon, un de mes voisins, il s'amusait, lui, à tirer sur des chats avec une carabine à plomb. Puis à un moment donné, quand il n'y avait plus assez de chats, ben là, il s'est mis à tirer sur le monde. Des bons souvenirs aussi, ben, d'aider. On était dans un quartier, l'avenue Saint-Louis. Donc, on était dans un quartier où les gens étaient assez âgés. Donc, c'est des gens qui avaient beaucoup de besoin d'aide. Donc, c'est un quartier où j'ai apporté, j'ai aidé beaucoup les gens autour. C'était des amis de ma grand-mère aussi. Donc, ça a été des beaux souvenirs. La fête du travail, à Saint-Joseph, quand t'es TQ, là, c'est fantastique, la fête du travail. On s'en va là le soir, on se promène dans les rues à 10h, 11h, on a des permissions spéciales. C'est vraiment hot, là. Fait que la fête du travail, ça a été un beau souvenir pour moi. Les soirées aussi avec mon cousin Jean-Yves, où on faisait des soirées dans la cave, on peinturait les murs fluorescents, puis on mettait des black lights. Et là, ben, on connaissait plein de filles, puis il y avait des coins où est-ce qu'on pouvait aller, où il n'y avait pas de black light. C'était vraiment le fun, ça aussi. Ah, ils sont là! Ah, désolé. La balle molle, mon oncle qui entraînait l'équipe de balle molle ici à Saint-Joseph, puis à chaque fois, vous avez compris qu'à 12 ans, je suis arrivé ici, donc je restais ailleurs à un moment donné, à Vallée-Jonction. Puis à Vallée, ben, on se faisait battre par Saint-Joseph à plate couture, des affaires comme 17, 18, 20, 28 à 0. C'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, quand mes parents ils ont dit on déménage à Saint-Joseph, ça ne me tentait pas pantoute. Et là, ils m'ont dit tu vas pouvoir jouer dans l'équipe de balle à ton oncle, tu vas pouvoir battre Vallée. Ah ben tabarouette, là je disais waouh, ça va être le fun ça. Non, c'était pas le fun. C'est pas le fun de jouer contre ses meilleurs amis, ses amis de jeunesse, ses cousins. C'est pas le fun de battre. Là, je me sauvais à la fin de la partie de balle molle pour pas les rendre plus mal à l'aise, mais ça a été des belles années. Puis les premières années que j'ai resté ici, je voyageais beaucoup en vélo. Je descendais à Vallée, ma tante Ginette qui est ici, qui était elle, puis Chantal, qui m'accueillait des fois le matin de bonne heure. J'arrivais en vélo à Vallée-Jonction. Puis là, le monde se réveillait tranquillement, puis là, ben, on pouvait aller jouer dehors, puis on avait bien du plaisir. On était tous dans la même rue, mon cousin Carl aussi. Donc, Saint-Joseph, ça a été une belle partie. C'est ici que j'ai vomi une première fois sur le stationnement de l'église. Stationnement de l'église. Ma première journée à l'école Jésus-Marie, ben, je suis pas allé à Polyvalente ici, j'étais allé à l'école Jésus-Marie, puis là, j'étais tellement nerveux cette journée-là, puis il faisait une journée comme aujourd'hui, très, très chaud. Et je sors de l'autobus tellement nerveux, puis je vomis sur le stationnement. C'est de fantastique. Bon déjeuner! Bon déjeuner, tout le monde! Donc, vous avez compris que je viens pas de... Je vous ai préparé quelque chose. Attendez un petit peu. Voilà. Ouais, ça communique. Voilà. Donc, je vous ai préparé un petit quelque chose. Ça a été révisé par Rosie, ça a été révisé par Annick, mais c'est un petit quelque chose.
J'ai voulu alimenter un petit peu. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça va? Non, moi, je vois. Peut-être des photos, Annie. Annie, mets tes lunettes. Oui. Mets tes lunettes. On emprunte les lunettes de mon gars, là. Tu vas voir, mais tu vas être correct. Donc, ce matin, on va parler dans les 45 prochaines minutes de qui suis-je pour mieux, pour mieux vous situer. Ma carrière professionnelle aussi, on va la passer assez rapidement parce que le dernier sujet, c'est le sujet sur lequel je voudrais me pencher un petit peu plus. Puis j'imagine que c'est le sujet qui vous intéresse le plus, donc le changement de modèle d'affaires qu'on a effectué chez Développement PME. Donc, qui suis-je? Ben, un Beauceron pur laine. Donc, je viens de Vallée-Jonction, je suis né là-bas. Né d'une famille de 3 enfants. Donc, vous pouvez voir Daniel en haut ici avec sa coupe bol, coupe toupette, avec mes grosses lunettes. J'avais des lunettes très, très épaisses quand j'étais jeune. J'en ai plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. C'est les filles, probablement, que j'ai trop regardé. Puis là, à un moment donné, la vue s'est rétablie. Je ne sais pas, le focus s'est fait. Donc, famille de 3 enfants. Mon père, ma mère était de Saint-Joseph. Mon père était de Vallée-Jonction. Donc, on a demeuré à Vallée. Mon père travaillait pour Pepsi. Ma mère avait son salon de coiffure ici. C'est la raison pour laquelle on a déménagé ici à Saint-Joseph à 12 ans. Je suis dans le milieu des deux. Donc, il a fallu que je tienne les deux d'un bord et de l'autre, s'assurer qu'il y ait un équilibre familial. Ma sœur qui nous renaît comme il faut quand on était jeunes, puis on se laissait faire. Mon frère, lui, qui allait travailler chez les voisins plutôt que de m'aider à travailler à la maison. Mais c'était fantastique, vraiment une belle famille. Puis aujourd'hui, ben, écoutez, on est tous rendus grands, puis on s'aime énormément. On tient nos relations très, très serrées. On s'écrit régulièrement. Ma sœur vient nous voir, elle reste à la baie. Mon frère reste ici à Saint-Joseph, vous devez le connaître, Stéphane Boyer, 6 pieds 6. Protection civile, pompier. Stéphane est très impliqué à Saint-Joseph. Il a travaillé pour la ville. Il travaille maintenant pour le MTQ. Ma sœur est dans l'armée depuis 29 ans. Elle est presque à sa retraite. 47 ans, 48 ans à sa retraite. C'est extraordinaire quand même. Mon père est décédé à l'automne dernier. Ma mère n'est plus à Saint-Joseph. Elle est au CHSLD à Beauceville maintenant. Mon père qui est tombé malade à l'automne dernier, cancer, et qui nous a quittés, mais mon père a quitté avec beaucoup de, je dirais, sérénité. Il était prêt. Il ne s'est pas laissé abattre. Puis, ben, les derniers jours, ben, on a passé beaucoup de temps avec lui. On a essayé d'être là, présent, pour l'entourer, tous les petits-enfants. Et ben, mon père, il portait tatoué sur le cœur Pepsi. Ça fait qu'à ses 65 ans, lorsqu'il a pris sa retraite, on lui a fait une belle photo. On t'aime, papy, Monsieur Pepsi, Monsieur Super-Héros. Donc, mon père, il était connu comme étant Monsieur Pepsi en Chaudière-en-Beauce. Il adorait les gens. Si je peux dire le dernier mot sur mon père, c'est un communicateur, c'est une personne drôle, c'est une personne que le monde attendait pour faire le party. Et quand mon père se présentait, le monde, quand je me promenais, il n'était pas là encore, mon père, il disait « Ton père, il arrive quand? » Ton père, il arrive quand? Puis là, je voyais mon père arriver dans le haut de la côte avec son chapeau de cow-boy, en bedaine, chest, les Bermudas, les jambes grosses de même avec ses bottes de cow-boy. Et là, il se gonflait la poitrine comme ça, puis il descendait à la côte, puis il disait « On va-tu avoir du fun ici? » Et là, le monde criait tout « Ouais! » Et là, mon père, il mettait le party là-dedans. Fait que mon père, c'était une personne extraordinaire. Mes enfants, ma femme, j'ai rencontré ma femme à l'université, dans un bar. Et tout de suite, elle m'a tombé dans l'œil. Quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est... elle, quand elle m'a vu, elle a dit à son ami à côté qui courait après elle, elle a dit, ça, c'est un gars de même que je vais marier. Et dans la soirée, je l'ai spoté. Je l'ai pas lâché de la soirée. J'ai quasiment mis un micro de même pour la manquer. Et à un moment donné, elle s'est distancée de la gang de gars avec laquelle elle était. Et j'ai réussi à... Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai gossé quelque chose, hein? Ah, tu voyais, ma femme m'a écrit un autre petit message. Oh. C'est le fun, hein? Oh, elle est tellement cute! Elle est vraiment extraordinaire. Vraiment, là. Donc, voilà. Mes 12 ans, quand je suis arrivé ici à Saint-Joseph, on jouait du hockey dans la rue, puis j'avais un de mes amis, vous connaissez sûrement Jean-François Maheu, Bobo le Maheu, qui restait ici à Saint-Joseph, sur la rue Poulain. Jean-François puis moi, on était en guerre ouverte. On jouait au hockey, puis on se bousculait pas mal, puis on se plaquait, puis on s'aimait pas bien, bien.
Un soir, on nous dit, mon père, il dit, on va aller voir les cadets à Sainte-Marie, on va aller voir c'est quoi. Fait qu'on part ensemble. Il dit, il faut arrêter de prendre quelqu'un en passant. On va chercher Émilien Maheu. Et qui arrive dans l'auto? Jean-François Maheu, Boboule. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez, les anciennes voitures, hein, c'était un siège en longueur. On s'est collé d'un bord, il s'est collé de l'autre bord, puis on ne s'est pas parlé pantoute du trajet. Mais qu'est-ce qui arrive quand on arrive devant plein d'étrangers? Ah, ben là, on se connaît un petit peu, on va se connaître un petit peu plus. Et c'est un ami de longue date, Jean-François. On a commencé les cadets ensemble. Ça a été plusieurs belles années de ma vie, les cadets. Des valeurs extraordinaires. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai gravi très, très rapidement les échelons. J'ai été choisi meilleur niveau 1, meilleur niveau 2, meilleur niveau 3. Trophée de l'adjudant-chef. J'ai eu la médaille Strathcona. J'ai eu beaucoup de succès dans les cadets. J'ai adoré ça. Et je vous dirais que j'étais un gars assez gêné au primaire, mais avec les cadets, ça m'a dégêné beaucoup. Et aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Puis je peux dire qu'une grande partie de ça est due aux cadets. Fait que vous me voyez sur quelques photos ici, sur un de mes camps, ici et là. Vous reconnaissez un de mes gars là-dedans, j'imagine, hein, qui me ressemble énormément. Juste un, pas l'autre. Lui qui a des lunettes. À 12 ans, donc les cadets, ce qui est intéressant, puis je tiens à le mentionner, c'est les buts du mouvement des cadets, c'est de faire des bons citoyens, promouvoir la santé physique et mentale, puis le leadership. Donc, c'est tout ça que je suis allé chercher dans les cadets, mais les valeurs essentielles qui sont vraiment importantes, puis qui m'ont suivi toute ma vie, la loyauté, le professionnalisme, le respect mutuel, puis l'intégrité. Ce que je suis devenu, donc, être intègre avec soi-même, d'être capable de dire, moi, je ne suis pas à l'aise là-dedans, non, ce n'est pas ce que je pense, et de suivre son trajet. Donc, les cadets ont été importants. J'ai même continué après ça. Après les cadets, je me suis enrôlé dans les forces, mais pas comme officier de la régulière des Forces armées canadiennes, mais comme instructeur de cadets. Donc, j'ai été instructeur de cadets pendant 3 ou 4 ans. Encore une fois, j'ai gravi rapidement les échelons. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix dans ma carrière, c'est-à-dire d'aller dans l'armée, vraiment, m'enrôler officiellement dans l'armée ou m'occuper de ma femme. J'ai choisi ma femme. Ma femme ne voulait pas voyager beaucoup. Elle ne parle pas anglais, puis elle ne voulait pas déménager. Elle voulait vraiment faire sa vie ici. Donc, on a choisi de demeurer, puis j'ai choisi de faire mon bac à l'université en génie mécanique. Donc, vous comprenez que je suis ingénieur mécanique, mais comme mes collègues le disent, tu n'es pas un vrai ingénieur, Daniel, tu parles trop. Rosie, tu es d'accord? Mes enfants aussi, je pense, sont d'accord. Ils sont découragés quand ils viennent dire « Tu vois, tu parles beaucoup ». Ils sont découragés quand ils entendent, quand ils savent que je vais avec eux autres puis je vais aller jaser avec le papa. Là, ils savent qu'ils n'ont pour des heures. Donc, les cadets m'ont apporté beaucoup. Puis, bien, naturellement, ma famille qui est arrivée avec tout ça. Donc, vous voyez les filles ici qui étaient quand même jeunes quand on a eu les jumeaux. Les gars sont nés à 2 livres et 10 onces. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'ils sont nés vraiment à ce poids-là. Et aujourd'hui, bien, on a une belle, grande famille. Ma femme et moi, on a fêté nos 23 ans de mariage en fin de semaine passée. Et 25 ans ensemble. Donc, c'est vraiment une belle réussite. On passe beaucoup de temps ensemble. Comme tous les couples, on a eu des hauts, des bas. Ça a été difficile des bouts. Les jumeaux, ça a été rough. Je vous dirais, ma plus grande réussite, c'est mes enfants. Vous voyez, il y a des photos très récentes là-dedans. Ma grande fille, ma deuxième, Marie-Joëlle, qui s'est sacrifiée et a ramassé des sous pour le camp. Ma grande ici, qui a son bal de finissant. Mes enfants à Noël, avec le chum à Caroline. On gravit, nous, on fait beaucoup de montagnes, on marche beaucoup ensemble en famille, puis les enfants, ils veulent venir avec nous autres, c'est vraiment le fun. Les soirs, on prend des marches, ils veulent être avec nous. Et ça, c'est une photo, vous ne voyez pas bien, mais c'était là 2 semaines. Je suis arrivé à la maison, et là, j'entendais une voiture avec de la musique. Les 4 enfants rentrent dans le cours dans la voiture de ma plus vieille. Et il y avait du fun ensemble, ils sont allés manger une crème glacée, se promener en voiture. Donc, on a créé une belle relation familiale et on se tient beaucoup. Les enfants aiment ça venir à la maison, puis on est vraiment très heureux de tout ça. Vous voyez, on marche dans le Vieux-Québec et ils jouent aux cartes ensemble. Et vous voyez l'amour ici, Caroline et Marie-Joëlle qui
qui s'aiment énormément, puis les enfants, en somme, ils s'aiment vraiment beaucoup. Un des grands défis de notre vie, ça a été vraiment les jumeaux. Les gars, vous êtes rough pas mal. 2 livres 10 onces, on avait plusieurs pronostics disant qu'ils allaient probablement avoir des difficultés à développer leurs poumons, ils allaient avoir de la difficulté d'apprentissage, ils allaient faire de l'hyperactivité, toutes ces choses-là. Probablement, il allait avoir une difficulté de croissance. Les gars, levez-vous donc, les gars. Levez-vous donc, les gars. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui qu'il y a une difficulté de croissance? Il s'était vraiment trompé. Non, je vais l'attribuer puis je vais vous le dire à quoi. 1, le couple, mais 2, ma femme, elle a mis beaucoup d'énergie sur les enfants. Elle leur a appris vraiment à parler parce qu'ils titubaient, ils avaient leur langage eux autres. À un moment donné, il y en a un qui disait tap, 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 puis l'autre, il répondait tap, 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 puis il partait à rire. On ne comprenait absolument rien, mais eux autres, ils avaient leur propre langage. Donc, ça a été des nuits très longues. Qui me disait qu'il y avait un bébé nouveau, là? Imagine-toi, là, toutes les 3 heures, il fallait les réveiller les deux parce qu'il fallait qu'ils prennent du poids. Donc, toutes les nuits aux 3 heures, c'est quelque chose d'avoir des enfants, mais il faut se donner au maximum. Puis regardez aujourd'hui ce que ça donne, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez les grands, là, c'est vraiment beau. Jean-Christophe s'en va cette année, il a été choisi sur l'équipe nationale de tir des cadets, donc il s'en va en Angleterre cet été, 5 semaines pour représenter le Canada. Marie-Joëlle qui s'en va en Irlande cet après-midi, part en Irlande cet après-midi, 3 semaines, voyage études, mais c'est elle qui l'a payé. Elle a ramassé ses sous, elle a tout organisé et elle part. Caroline va finir ses études en enseignement primaire préscolaire, commencer en psychologie, puis elle s'est rendue compte que c'est vraiment les enfants qui lui plaisaient, donc elle suit les traces de sa mère. Et Charles-Antoine, les camps d'été, lui, Charles-Antoine, c'est pas son trip. Par contre, hyper travaillant, il est d'un champ de fraises le matin à 5 h du matin. Il clenche pas à peu près. Donc, je suis très fier de vous autres, la gang. Vraiment, je vous aime beaucoup. On a parlé de redonner tout à l'heure. Bien, c'est vrai, je redonne beaucoup. Ça me fait vraiment quelque chose. Puis je pense qu'une ville sans bénévoles a une difficulté à avancer. Et chez nous, à Sainte-Marie, en tout cas, je tente de m'impliquer le plus possible. Donc, conseil d'établissement de Maribel, j'ai été président pendant 5 ans du conseil d'établissement de l'école primaire Maribel. J'ai été aussi à la polyvalente de Benoît-Vachon sur le conseil d'établissement pendant 2 ans. J'ai fait un retour dans les cadets. Mes garçons, ils ont dit « ça me tenterait d'aller voir c'est quoi les cadets. » On va aller faire un petit tour. Naturellement, Daniel, est-ce qui arrive? Lève la main. A besoin de bénévoles? Oui, lève la main. Je suis président depuis 3 ans du corps de cadets. Donc, c'est souvent ça qui arrive. J'aime ça m'impliquer. J'aime ça être avec mes enfants. Ça leur montre aussi de s'impliquer dans la communauté. Et ils sont très, très présents. Et ça nous redonne. On le disait tout à l'heure, c'est Annie ou Alain qui le disait. Chambre de commerce ou le bénévolat, je vous le dis, là, ça nous redonne. Regardez ce qu'on a fait ici à Leucan. On était 28 personnes qui sont allées aider au déjeuner Beauceron à l'érable. Ça, c'est en fin de semaine. Pierre, tu n'as pas vu la photo? Vous voyez le bleu à travers le rouge. Les rouges, c'est les cadets. Le bleu, c'est moi. Et là, ils m'ont traité de traître. Tu portes un gilet bleu, Daniel. Tu aurais dû porter un gilet rouge. Donc, c'est le sentiment d'appartenance. Hein? Ils voulaient vraiment. Bien, Pierre, cette fin de semaine-là, c'était pour les Kiwanis. Donc, le club Kiwanis, qui est un club pour aider, venir en aide aux familles et aux jeunes. C'est extraordinaire. Justement, on vient de faire une demande pour un enfant de la classe à ma femme. C'est un enfant qui est en difficulté. Ses parents, son père n'est pas là. Puis, il y avait un voyage de fin d'année. Puis, le petit gars, il est venu voir Chantal. Il dit « Je ne pourrais pas y aller. » Il dit « Mon père, il n'a pas d'argent pour ça. » Ça fait qu'on a fait une demande au club Kiwanis. Ça vient en aide vraiment à ça. Donc, on va avoir une réponse incessamment. Mais c'est un méchant beau club. On donne des paniers de Noël aux jeunes. On habille des jeunes, je pense une dizaine, une quinzaine de jeunes par année qu'on les habille de A à Z avant l'hiver. Donc, on est vraiment très heureux. J'ai le don d'être dans des organisations mal connues ou pas trop connues. Les cadets, les Kiwanis, puis développement PME. On est un beau secret bien gardé. Malheureusement, on devrait être mieux connus. Mais il faut croire que j'ai cette vocation-là. Redonner. Ce gars-là ici, c'est le commandant de la citadelle de Québec. C'est un cadet que j'ai eu quand j'étais adjudant-chef au corps de cadets. Et il m'a remis ce coin-là, qui est un coin spécial, qui est remis par le Royal 22e Régiment. Il m'a remis ça lors d'un cérémonial. Et il a présenté devant les gens, il a dit « Un jour, je me suis présenté devant Daniel, et nous, on l'admirait tout, Daniel. Puis il dit, à un moment donné, il me dit « Tu n'es pas digne de porter ton uniforme, tu n'as pas à te présenter devant les jeunes de même, tu dois donner l'exemple. » Et je lui ai demandé de quitter, quitter la parade.
Et il dit, ce jour-là, il m'a tellement marqué que je me suis corrigé automatiquement. Et le gars, aujourd'hui, vous voyez où ce qui est rendu. Donc, c'est une belle... On reçoit ce qu'on donne, je crois à ça énormément. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de côté personnel. Côté professionnel maintenant, donc l'ascension dans l'intégrité. Des fois, tu n'es pas toujours intègre parce que tu as peur de parler. Mais maintenant, c'est terminé ce bout-là. Donc, je veux suivre la trace que je me suis toujours fixée. On travaille avec des équipes, puis je pense que les équipes, c'est avec eux qu'il faut apprendre à partager, à leur laisser libre cours à leurs idées. Il faut leur laisser beaucoup de liberté et il faut avoir du plaisir au travail. Et je vous dirais que c'est chez Développement PME que j'ai pu mettre ça en application. Des paroles, des fois, qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous suivre une bonne partie de notre carrière. C'est une personne très importante pour moi. C'est un de mes oncles qui a eu du succès en affaires, qui était quand même très dur aussi. Et il me dit, tu ne seras jamais un bon gestionnaire, Daniel. Tu es trop gentil et tu es trop à l'écoute. Donc, quand tu te fais dire ça, tu te dis, OK, il a réussi, ça semble bien aller, donc c'est ça qu'il faut être. Donc, je n'ai pas été intègre. Je l'ai écouté plutôt que m'écouter moi. Et je suis devenu quelqu'un d'assez dur au travail. Très exigeant, dur, pas à l'écoute. Et je dirais que j'ai eu du succès quand même au niveau de l'atteinte des résultats, mais je pense que ça aurait pu être mieux encore. Donc, dans mes emplois en rafle rapide, j'ai travaillé de 1994 à 1997 dans une manufacture de jeans. Ce que je retiens, je vais vous lancer les grandes leçons que j'ai retenues là, c'est que pour moi, c'était de l'exploitation et pas des entrepreneurs envers leurs employés. C'est les grandes chaînes, les grandes marques, Guess, Levi's, qui viennent nous serrer. C'est moi qui allais négocier à Montréal avec eux autres. Et écoutez, une paire de jeans, toute finie, lavée, tout, on le vendait ça 11 piastres, ils vendaient ça 150 piastres dans le magasin. Fait qu'imaginez-vous comment on payait les filles qui travaillaient, puis les filles, c'était de l'acharnement. Donc, l'autre chose que j'ai appris, c'est que mon premier emploi, c'était 125 employés. Les femmes sont dures avec elles, sont très exigeantes, ils se sentent responsables de tout, la sécurité de leur famille et tout. Et en plus, sont durs entre eux autres, c'est ce que j'ai appris. Probablement, justement, c'est une protection. Et je vous avoue que les 3 années que j'ai travaillé là-dedans, j'ai trouvé ça assez difficile. Il y avait des coups en d'herbe des fois qui n'étaient pas faciles, c'était méchant des fois. Et des fois, il fallait régler ça de des façons qui n'étaient pas toujours évidentes. Être sur le plancher, ça, j'ai appris ça très, très jeune. Il faut être sur le plancher avec notre équipe. Il faut être là présent, il faut être à l'écoute. Et le parfait exemple de ce que je ne veux pas devenir comme patron, je l'ai appris là aussi parce que ce patron-là était aussi très dur. L'image qu'il projetait envers les employés était top-notch, beau monsieur, bien habillé, top-notch, c'était fin avec les filles, mais quand on arrivait en arrière, nous autres, il fallait faire la job sale. Il nous envoyait des messages très, très, très durs. Et nous, il fallait dealer avec ça, il fallait renvoyer le message à l'équipe, mais pas de la façon qu'il nous l'avait dit. Donc, quand j'ai quitté, je lui ai dit que tu es le parfait patron, tu es le parfait exemple de ce que je ne veux pas devenir comme patron. Je peux vous dire qu'il n'était pas content. Il n'était pas content. J'ai travaillé dans les outils de coupe pour le bois de 1998 à 2005 chez les outils Gladu, je pense que vous connaissez. Et c'est là que j'ai appris que quand tu es trop dur et que tu veux tout faire par toi-même, parce que c'est toujours mieux par soi-même, hein, c'est ce qu'on pense, bien, tu n'as pas d'engagement de l'équipe puis le syndicat n'est jamais très, très loin. Alors, j'ai appris énormément là-dedans, puis ça tombait en pleine période parce que ma femme a accouché des jumeaux. J'étais toute seule à Saint-Georges avec mes 2 gars, avec mes 2 filles, puis ma femme était à Saint-François-d'Assise. Les jumeaux étaient dans 2 hôpitaux différents et le syndicat s'est installé parce que j'étais une personne très dure, intransigeante, pas à l'écoute. Et à chaque fois qu'ils me voyaient dans l'usine, c'était pour chialer. Fait que c'était pas terrible. Il y en a un qui me dit à un moment donné, il dit « Dan, sais-tu pourquoi on n'a pas suivi? » J'ai dit « Dis-le. » Il dit « C'est parce que quand tu viens nous voir, c'est juste pour chialer. » C'est pas terrible, ça.
Il y a une leçon à retenir de ça, puis je peux vous dire que ça, c'est arrivé je dirais en 2001, 2002, et je vous dirais que les années suivantes, on a vraiment passé à travers en se donnant une proximité, parler aux syndicats, leur annoncer les nouvelles qui s'en venaient, les consulter les membres de l'équipe. Ça a été vraiment payant. Christian? Une question, Daniel. Tout ça, là, le fait que tu étais dur, là, est-ce que ça vient justement de ta première job, là, l'usine de jeans, là, que j'ai travaillé aussi? Est-ce que ça vient de là, le modèle de ta première job en sortant de l'école, c'est ça que tu vois? Ben, tu te dis peut-être, c'est comme ça que ça se passe dans les usines. Puis... C'est ça. Avoue pas que tu as tort. Sois pas trop gentil. Tu ne peux pas devenir des amis, hein, parce que si tu as à intervenir. Donc, ça a été très dur. Puis la phrase de la personne que je vous ai parlé tout à l'heure, elle m'a resté en tête aussi. Donc, j'ai appris avec les dernières années l'humilité et l'implication de l'équipe. Ça nous amenait plus loin. J'ai demeuré dans les outils de couple de 2005 à 2006. Vous voyez, 1 an, j'ai déménagé à Montréal. On m'a demandé, ici à Saint-Georges, on était stable. L'organisation avait atteint un plafond, on faisait de l'argent, ça roulait super bien. Donc, il m'a demandé d'aller à Montréal, mon patron. Et ce que j'ai retenu de tout ça, dans une grande entreprise comme ça, c'est une entreprise quand même 45 millions. J'avais là-bas 180 employés. Soutenir ses gestionnaires, c'était important. J'ai un de mes amis qui est parti en burn-out. Il a été en burn-out 2 ans. Pourtant, j'avais lancé des appels à l'équipe de haute direction pour qu'on l'aide. Et ils n'ont pas voulu intervenir. Ils ont dit, on le paye assez cher, qui s'organise pour livrer la marchandise. Je pense que ce n'est pas ça qu'on veut retenir de tout ça. Puis si tu n'es pas heureux, hein, la gang, je vous le dis souvent, là, ce n'est pas des menaces. Là. Quand vous n'êtes pas heureux au travail, faites-vous un cadeau. Allez-vous-en. Vous allez être malheureux, vous allez rendre les autres malheureux, et vous ne serez pas performant, et vous allez nuire à l'organisation aussi. Donc, faites-vous un cadeau. Et là, j'ai appris une affaire, c'est que ma famille doit passer avant ma carrière. Mais je pense que je n'ai pas appris assez vite parce que j'ai redonné une shot après. Là, j'ai acheté mon entreprise, porte d'armoire. Je deviens entrepreneur, puis la faillite, 1 an après, due à plein de circonstances. Ma tante Ginette pense que tu es pas mal au courant de l'histoire. Plein de circonstances qui étaient complètement en défaveur, qui étaient contre moi. Toujours se méfier de l'ambition, c'est ce que je retiens. Des ambitieux, des partenaires d'affaires qui étaient vraiment ambitieux et je me suis rendu compte qu'ils ne travaillaient pas pour me garder, ils travaillaient pour me sortir. Il y a un moment où il faut lâcher le morceau. À un moment donné, tu as assez nuit à ta famille puis tu as assez rendu ta famille insécure qu'à un moment donné, il faut que tu te retires. Et là, il a fallu prendre une décision. Ça veut dire on perd la moitié de nos avoirs. C'est net comme ça. Et là, j'ai vraiment compris que ma famille doit passer en premier. Parce qu'à aller jusque-là, jusqu'en 2007, disons que je n'étais pas très présent à la maison. Les enfants se levaient le matin, je n'étais pas là. J'arrivais hier, ils se couchaient le soir, je n'étais pas là. La fin de semaine, je n'étais pas là. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui est intéressant. L'enseignement collégial, maintenant, j'ai adoré cette période-là, est arrivé juste au bon moment. Donc, je veux vous lancer un bon message. Il y a de la relève qui est là, puis elle veut faire sa marque. Faites confiance aux jeunes. Il est internationalisé aussi. Ils veulent voyager, ils veulent voir des choses. Et le retour à l'essentiel, ma famille, mes enfants. Écoutez, j'accueillais mes enfants, je tripais tellement, j'accueillais mes enfants le soir en fin de journée avec une fondue, avec des fruits. Écoutez, je me suis ramassé avec le quartier au complet qui venait à tous les soirs. Ils arrivaient avec le sac, ils rentraient dans la cour, ils regardaient, si ça faisait leur affaire, ils restaient, ils garochaient le sac à terre, ils venaient manger. Si ça ne faisait pas leur affaire, ils repartaient. Ils repartaient pour aller mettre le costume de bain pour venir se baigner après. Fait que moi, j'étais à la maison, je faisais les soupers, ma femme arrivait, elle était directrice d'école dans ce temps-là, elle se reposait, je donnais sa coupe de vin et on relaxait avec les enfants. Les enfants se baignaient, il y avait du fun. Et ça vient de mon père. Mon père, il faisait tout. Il faisait à manger, il faisait le ménage, il faisait les lunchs à ma mère, il faisait du pain. Je me souviens des escaliers, quand j'étais jeune, je descendais les escaliers, ça sentait le pain, la levure, hein, ça sent bon. Hein. Je me levais 4 heures du matin, mon père, il pétrissait le pain, il mettait ça dans le frigidaire avec le petit... non, il mettait ça sur le comptoir avec le petit linge pour faire comme une étuve, là. Et souvent, je me levais à 4-5 heures du matin pour aller l'aider à gratter la cour. C'est vraiment des beaux souvenirs que j'ai. 2010 à aujourd'hui, donc développement PME, qui est une belle organisation qui vient en aide aux entreprises manufacturières dans leur chaîne de valeur au complet. Chaîne d'approvisionnement, innovation, productivité et l'exportation. On a une super belle équipe.
Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? En réalité, ce qui était le temps, c'était de redonner aux entreprises, parce qu'on a reçu beaucoup. Quand on travaille en entreprise manufacturière, les chefs d'entreprise, ils donnent énormément à leurs employés, ils donnent énormément en formation. Donc, à un moment donné, il faut que tu redonnes. On s'est rendu compte dans ce qu'on a retenu comme leçon, trop de chefs, pas assez de collègues. Je n'ai pas dit pas assez d'Indiens, mais pas assez de collègues. On était 5 directeurs pour 18 employés. Imaginez-vous. Ça fait des silos, ça fait des manques de communication, ça fait des longueurs incroyables au niveau décisionnel. Donc, à un moment donné, c'est trop. La lourdeur, donc, c'est contre-productif. Retour à mes convictions profondes, c'est l'intelligence collective et l'humain. Et je pense que l'équipe qui sont là ce matin peuvent le dire. On est dans ce mode-là beaucoup, où est-ce qu'on travaille énormément en collaboration avec les équipes, et c'est le mode que je veux vous présenter ce matin. Et on en est rendu là. Changer notre modèle d'affaires, les défis du gestionnaire. Donc, ce que je vais vous parler, c'est plus les défis que nous, on a eu à relever. Je ne commence pas à faire un cours académique sur c'est quoi les défis du gestionnaire en 2018. Je vais vous dire un peu l'expérience qu'on a vécue. Comment devenir plus flexible, plus agile comme organisation. Vous allez voir qu'on a passé à travers plusieurs étapes. À la base, ça nous prend des valeurs communes, l'esprit d'équipe, satisfaction client, le respect, la disponibilité puis le professionnalisme. C'est les valeurs de développement PME. Une belle photo que j'ai là avec Rosie. Rosie, c'est une collègue, c'est mon bras droit, c'est mon bras gauche. Fait qu'elle tire d'un bord ou de l'autre comme elle veut. Elle sait comment me parler, elle sait comment me manipuler. Surtout qu'elle est capable de venir me dire les vraies affaires. Roselyne, quand je fais un mauvais coup, elle vient me voir dans mon bureau tout seul, pas devant tout le monde. Elle vient me voir et elle me dit « Daniel, tu l'as échappé. » Puis des fois, elle est assise en arrière de la salle, puis des fois, je parle, puis elle fait « Ça veut dire ta gueule. » C'est qu'elle fait souvent ça. C'est drôle, hein? Elle fait souvent ça. Donc, les enjeux qu'on a vécus, la rétention, la performance, diminution des coûts. On est un OBNL, on est financé par les gouvernements, mais quand même, on livre quand même beaucoup de marchandises sur le terrain, 750 000 en services rendus aux entreprises, chiffre d'affaires à peu près de 2 millions. C'est quand même une belle organisation, mais une organisation qu'on a voulu monter à un autre niveau. Vous êtes chanceux, en Chaudière-Appalaches, cet organisme-là, c'est la plus grosse organisation au Québec qui offre ce genre de service-là. Autant, comme je vous ai dit, dans la chaîne de valeur complète, il y a d'autres organismes comme ça, mais ils sont axés juste sur l'exportation. Fait qu'on a une belle équipe de 13 personnes présentement qui travaillent pour les entreprises manufacturières. Ça, c'est un petit voyage qu'on a fait à Montréal il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois déjà, si bol. Rosine et moi, on travaillait dans l'auto ensemble. Rosine avait son ordinateur, on s'était tout équipé pour faire nos affaires. On s'est payé 2-3 jours de petites vacances vraiment pour aller se ressourcer. Ça a été vraiment le fun. Puis tout le long en montant, tout le long en descendant, on a travaillé, mais dans le bonheur. C'était vraiment le fun, hein, Rosie? Le cheminement chez nous qu'on a passé, à laquelle on a passé, 2013, on a fait un sondage conciliation travail-famille. Je vous le suggère fortement. On a fait ça avec Coeva. On a regardé sur le télétravail, les horaires flexibles. Ça fait plusieurs années. Moi, mon monde, ils viennent d'un peu partout. Rosine vient de Val-Bélair. Lucie vient de Laurier-Station. Marie-Pierre de Saint-Étienne. Annick de Saint-Jean-Chrysostome. Guylaine vient de Charny. Françoise de Saint-Georges. Christian vient de Saint-Lazare. Oui, à Saint-Lazare. J'ai des gens de Saint-Victor. Donc, j'ai des gens d'un peu partout. Puis, veux pas, avec les professionnels qu'on a à avoir, on a besoin chez nous, on a besoin de gens, les meilleures ressources, et on doit aller les chercher des fois loin. Donc, les gens nous disaient, Daniel, venir au travail tous les jours, traverser les ponts à de bonne heure le matin, ça vient un peu rentrer en conflit avec notre vie familiale. Donc, on a fait un sondage. Automne 2013, on a fait notre première planification stratégique. On n'avait jamais fait de planification stratégique chez Développement PME. Hiver 2014, on a mis un comité des politiques qui est venu justement de ce sondage-là. On a monté un comité, il n'y avait pas de directeur là-dedans. On a dit à l'équipe, voilà, il y a 4 grands thèmes sur lesquels on aimerait vous mettre l'accent. Et les gens nous ont proposé plusieurs politiques et on les acceptait à 90 %. On leur avait dit, il ne faut pas que ça coûte beaucoup plus à l'organisation, donc il faut être raisonnable. On les a acceptés dans l'ensemble. Printemps 2014, qui est arrivé au pouvoir au printemps 2014? Les libéraux sont arrivés et ont dit « OK, on rentre en poste 10 on coupe tous les organismes de 10 en partant. »
On venait de signer notre entente, nous autres. Quelques jours après, ils nous coupent une partie de notre entente. C'est 20 000 qui viennent nous voler. Et là, il disait qu'il allait couper les CLD de 50 il allait fermer les crés. Nous, on avait un financement de 100 000 des crés. Donc là, il nous annonce tout ça. Là, on a dit, ouais, je pense que c'est le temps de bouger, de faire quelque chose. Un de nos gros postes de dépenses à part des salaires, c'était les loyers. On avait 3 bureaux, Saint-Romuald, Sainte-Marie, Saint-Georges. On avait 2400 pieds carrés à Saint-Romuald, 1800 pieds carrés à Sainte-Marie, puis 800 pieds carrés à Saint-Georges. Donc, première chose qu'on a faite, on a fermé le bureau de Saint-Georges. On a ensuite regardé, on a eu une coupure de 10 comme vous avez vu. On a une coupure de 50 du financement des CLD. Ça a fait peur un peu. Diane, tu as vécu ça à la grande. On était en renouvellement avec nos 2 bailleurs de fonds. On parle ici d'à peu près 800 000 de financement par année pour 3 ans. Il y avait une incertitude, justement à cause de l'arrivée des gouvernements. Du gouvernement libéral. Juin 2015, fermeture du bureau de Saint-Romuald. Donc, on venait de couper 2400 pieds carrés puis un 800 pieds carrés à Saint-Georges. Et là, on a entamé le télétravail à ce moment-là. Donc, les gens ont tous passé en télétravail. Ça ne se fait pas de même, là. Si vous voulez avoir des trucs pour passer en télétravail, là, vous viendrez me voir. Mais ça ne passe pas comme ça, là. Il faut préparer, il faut faire des politiques, il faut préparer l'équipe, il faut lui donner une chance de se préparer aussi au télétravail. Donc, on a fait cette préparation-là. En août 2015, on a fait le renouvellement enfin avec nos bailleurs de fonds. Ça nous a rassurés énormément. Le gouvernement du Québec, il était supposé nous couper de 50 finalement, on a gardé notre financement à 100 moins 10 qui nous avait déjà coupé. Automne 2015, il fallait aider l'équipe en télétravail. On ne pouvait pas les envoyer chez eux et dire « débrouillez-vous avec ce que vous avez ». Donc, il a fallu déployer des outils. Zoho, qui est un CRM, puis Google Drive, que vous connaissez sûrement, où est-ce qu'on partage nos documents. Avant, tout le monde avait le document sur leurs ordinateurs. Quand un ordinateur sautait, on était vraiment mal pris. Donc là, on est passé à Google Drive. Donc, les gens à distance, ils peuvent travailler sur les mêmes documents. Ils voient les photos des gens qui travaillent dessus, puis les modifications se font automatiquement. C'est vraiment extraordinaire comme outil. Et naturellement, des outils de visioconférence qu'on a développés aussi. Il y a eu à l'automne 2015 aussi l'annonce de la dissolution des CRE, des conférences régionales des élus. Donc, on a perdu 100 000 de financement en partant. On a fait une réflexion en l'hiver 2016 sur la nouvelle structure qu'on voulait entamer. Il y a eu la fermeture des CRE, donc on a été coupé énormément. Puis, il y a la présentation de la nouvelle structure qu'on a faite en mai 2016. Ça fait 2 ans de ça. En juin 2016, on a fait une première tentative d'implanter. Bon, quand on se lance là-dedans, il faut être sûr de son coup. Et normalement, on ne devrait pas reculer. Il faut y aller à fond, les pédales. Par contre, à un moment donné, il faut être logique. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est de faire une structure inversée et d'aller vers le travail auto-organisé. Donc, redonner le pouvoir à l'équipe de prendre les décisions. Donc, on a fait un changement de structure, comme vous voyez ici. On est parti d'une structure où est-ce que c'est moi qui porte la petite couronne. Je l'ai serré finalement, on l'a pu. On l'a fait fondre, puis on a fait des bagues. Donc, où est-ce qu'il y a le grand patron en haut, les directeurs, puis en bas, là, en bas, puis on le dit, là, en bas, là, il y a l'équipe. Là, tu sais, eux autres, il faut qu'ils suivent. Fermez-la, là, puis faites ce qu'il y a à faire. Vous connaissez Toyota Way, hein, le Lean Manufacturing, on parle de pyramide inversée, où est-ce que là, on met l'employé, on met le membre de l'équipe qui donne le service sur le terrain au client, on met les supports à ces gens-là. C'est directement à eux et on est leur, je dirais, leur fournisseur. Comme direction générale, comme directeur, comme conseiller RH dans l'organisation, tout est mis à l'équipe qui serve le client directement pour donner le meilleur service sur le terrain. Et ça, on est en train de l'implanter dans plusieurs usines présentement. Transcontinentales sont en train de changer de ce mode, à ce mode-là aussi. C'est une entreprise familiale. Donc, la pyramide inversée, où est-ce qu'on met les employés en avant. Et voilà la vraie structure qu'on voulait mettre en place. Où est-ce que nous, on a un conseil d'administration, comité exécutif, directeur général et l'équipe de direction générale adjointe, opérations, stratégie, qui vont au service de l'équipe ici, qui leur donnent tout le support nécessaire pour être en mesure d'enlever les obstacles devant eux autres. Les équipes auto-organisées, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un écosystème capable de prendre des décisions collectivement, de résoudre bon nombre de ces problèmes et d'organiser lui-même son travail. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est important de faire, par contre, avant de laisser les gens dans ce mode-là? Les coacher. De quoi? Les coacher. Coacher, absolument. Former. Et
Consulter. Mission, vision, valeur aussi. Important. Puis qu'est-ce qui vient avec ça? La stratégie de l'organisation. Donc, les objectifs. C'est important de leur donner des objectifs très clairs. On a commencé ça. On a changé aussi le rôle du gestionnaire. On est parti de PODC, vous l'entendez souvent, celui-là, planifier, organiser, diriger, contrôler. On a changé ça pour planifier, organiser, supporter et mobiliser. Donc, on s'en venait, Christian, tu l'as dit, des coachs. Nous, on était là pour les aider. Donc, le rôle changeait. On voulait être un leader adaptif, promouvoir l'autonomie, la responsabilisation, l'auto-organisation, soutenir l'équipe face aux défis rencontrés qu'elle ne peut relever. À un moment donné, ils arrivent devant une décision, ils ne peuvent pas mettre leur droit de veto. Ça coûte des sous. Bon, à un moment donné, là, il faut s'impliquer puis leur donner une réponse. Être le gardien du processus et des indicateurs internes. Et là, j'insiste sur processus. On essaye de les éliminer, nous autres, les processus chez nous. Ça l'alourdit énormément. Françoise a été la première victime d'un changement de processus au niveau des vacances. On va en parler tout à l'heure. Elle n'a pas de l'air sûr, là. Elle n'a pas de l'air sûr. On va en parler tantôt. Être le gardien des stratégies et du positionnement de l'organisation, c'est important comme gestionnaire de le faire. Puis, challenger l'équipe et l'aider à s'améliorer. Donc, c'est beau de les laisser prendre leurs décisions, mais à un moment donné, il faut les challenges parce qu'ils peuvent aller plus loin. Donc, ça, c'est notre rôle. Favoriser le développement des ressources pour maximiser le rapport à l'organisation. Les conditions essentielles pour arriver à ce genre d'organisation-là, la responsabilisation et l'imputabilité personnelle et de groupe, la confiance et le respect mutuel, c'est important quand la direction et l'équipe qui aient une confiance, puis un respect mutuel, puis de la transparence. Et un sage disait, un mental positif produit des sentiments positifs et attire des événements positifs, mais le contraire est vrai. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Aucune condition essentielle n'était présente. Il n'y avait pas de confiance. Et là, on parle ici, pas de respect et de transparence. Et là, on parle d'une équipe. Je vous ai parlé tantôt, on était 5 directions, il y avait 4 silos. Et il y avait un des silos qui ne fonctionnait pas avec l'organisation, qui voulait même se dissocier de l'organisation. Donc, on avait des dissidents. Ça ne nous a pas aidé du tout. Donc, il n'aurait pas fallu sauter dans ce mode-là tant qu'on n'aurait pas réglé ça. On n'a pas fait ça nécessairement pour les bonnes raisons, puis ça, c'est une des raisons du respect. Donc, les gens pensaient qu'on l'avait fait pour tasser des gens, quand, en somme, on l'a fait pour replacer des gens dans un rôle qui leur parle plus et qui vont être plus performants. Je tiens à souligner Christian ici, qui a parti de directeur de la chaîne d'approvisionnement. Et Christian, il a accepté un rôle de directeur de compte, s'occuper de la clientèle. Christian, il a une force au niveau de la négociation. Il adore rentrer en contact avec les clients, des cold calls. Et Christian, on l'a pris cette force-là, puis on a dit, parfait, tu vas continuer ton rôle de conseiller en chaîne d'approvisionnement, mais en plus, tu vas prendre en charge les comptes clients et tu vas faire les appels et les relations. Christian est extraordinaire dans ce rôle-là. Je te remercie, Christian, parce qu'il aurait pu aussi, lui, se braquer contre moi, contre l'équipe de direction, mais Christian, il a été un bel allié dans tout ça. Une de nos équipes, je vous l'ai dit, était dissidente et ça impactait les autres membres de l'équipe. Ils le sentaient, on sentait un malaise. Ils étaient assis toujours ensemble dans les réunions, puis ils se parlaient entre eux autres, ça gérait leurs petites affaires. Donc, encore là, il y avait trop de chefs. Même si on a enlevé 2 rôles de directeur, il restait quand même trop de chefs. On a donc perdu 6 joueurs dans la dernière année, je vous dirais, de septembre 2017 en amont de ça, décembre. On a perdu 7 joueurs, donc 3 directeurs et un qui a changé le rôle au sein de l'équipe que je parlais, c'était Christian. Une chance que j'ai eu Roselyne à travers tout ça, parce que je peux vous dire que ce n'était pas facile. Tu te remets en question, tu dis, est-ce que je revire de bord? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je reprends les rênes? Je contrôle l'organisation? Ou est-ce que là, à un moment donné, il faut faire du lâcher-prise? Une chose qui est importante à retenir, l'échec, c'est un succès reporté. J'adore cette phrase-là. Tu as beau te planter, j'ai fait faillite, j'assume, et à un moment donné, il faut se redresser puis il faut foncer. Et c'est signe de succès. Une personne qui n'a pas commis d'erreur n'a jamais innové. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs. On s'entend, faites pas l'erreur 3 fois. À un moment donné, il y a des limites. Mais acceptez les erreurs de vos équipes. C'est important. Mais après ça, un post-mortem, savoir pourquoi.
puis naturellement, de ne plus le reproduire, puis de le diffuser. On a fait une erreur là. Donc, des post-mortem, là, je vous invite grandement à le faire. Donc, à un moment donné, à l'automne de 2017, on a décidé qu'on fonçait quand même. Moi et Rosine, on a dit, là, c'est assez, là, on y va, on fonce. 2 pieds joints dans le projet. On a décidé d'y aller avec un autre changement organisationnel qui passait à ce modèle-là. Là, ça a l'air des cellules, là, des cellules vivantes, mais c'est ça. C'est des vraies cellules vivantes. OK? Donc, on est passé d'une structure très carrée à une structure plus arrondie, coin arrondi. Donc là, à travers tout ça, nous, on n'est plus, je ne suis plus directeur général, Rosine n'est plus directrice générale adjointe, c'est des terminologies qu'on utilise pour le conseil d'administration puis pour nos bailleurs. Mais somme toute, on est des collègues de travail, on est des coachs, on est là pour travailler en équipe et l'équipe nous le rend très, très bien. Somme toute, on le disait tout à l'heure, stratégie, mission, vision, valeur, raison d'être, c'est ce qui englobe, c'est notre rôle. Les points noirs ici, là, c'est notre travail à moi et Roselyne d'englober l'équipe et de s'assurer que tout ça est bien respecté. Et à l'intérieur, on a encore un rôle à jouer à travers les différentes cellules. Chez nous, on a un team bonheur qui va, je lui ai donné un budget de 8 000 $, puis les autres, dans l'année, ils doivent... Annick, es-tu contente, Annick? Annick est chef du team bonheur. Et Annick nous envoie manger, donner de la nourriture aux ours polaires dans la cage. Ça ressemble à ça. Des fois, je me demande si elle veut vraiment qu'on revienne de cette consolidation-là, mais on va avoir du fun. OK, c'est parfait, Roselyne. Roselyne, elle me fait signe, c'est assez, Daniel. Mais on a différentes équipes des bulles. On a des bulles d'expertise. Alors, on a l'efficacité opérationnelle, Christian est là-dedans avec Marie-Pierre, Christian, Marie-Pierre et Suzanne. Donc, c'est la bulle efficacité opérationnelle. On a la bulle de l'ORPEX, de l'export. Ces gens-là, ils ont des objectifs, ils savent où ils s'en vont et ils foncent. Ils le font à leur façon. Et je peux vous dire une affaire, dans les derniers mois, et je vous dirais que depuis les 5 derniers mois, c'est extraordinaire, c'est exponentiel. La dynamique de l'équipe, elle a explosé. C'est vraiment, vous pouvez le constater, les filles, on a vraiment du plaisir et ces gens-là, ils ont pris tout ça à cœur. C'est vraiment fantastique. Donc, nous, on est là pour les aider, enlever les problèmes sur leur trajet, mais ils ont des objectifs à rencontrer et de la responsabilisation. Donc, qu'est-ce qui a fait le défi rencontré? Les départs et l'échec de notre premier essai, ça a été dur sur le coup. Par contre, on a atteint la croisée des chemins pour nous permettre de se lancer dans le mode agile plus facilement, plus rapidement. Quand je dis exponentiel, là, les derniers mois, fantastique. Un exemple, moi et Rosine, on a dit, écoute, on n'arrivait pas à faire toutes nos tâches. On n'arrivait pas à livrer toute la marchandise. Fait que Rosine a dit, crème, on n'arrivera pas. C'est sûr qu'on n'arrivera pas aux vacances avec tout le monde. Fait que j'ai dit à Rosine, vite de même, j'ai dit, hey, on va présenter des tâches à l'équipe, puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils en prennent 4-5 sur une quinzaine, c'est 4-5 qu'on n'aura plus à avoir dans notre to-do list, puis qui ne se réglera jamais, parce que ça ne sert pas l'équipe, ça. Ben, croyez-le ou non, des 15 tâches qu'on a mis au tableau, ça levait la main. Moi, je vais le prendre. Moi, je vais le faire. Hey, moi, je vais t'aider. Je vais le faire avec toi. Hey, on s'est ramassé avec des cellules, des équipes qui ont tout pris ça en charge. Autant les technologies de l'information, autant au niveau le nouvel OBNL qu'on va mettre en place éventuellement. Donc, les gens ont tout levé à la main puis ils ont dit « Hey, nous autres, on le fait, puis je vais le faire avec toi parce que j'aime ça travailler avec toi. » Donc, ils se sont trouvés des affinités. Maintenant, on avait les conditions gagnantes que je vous ai dit tout à l'heure. Transparence, respect, c'était quoi l'autre? Transparence, respect et confiance. Voilà. Défi rencontré encore, quelques tensions dans l'équipe. Donc, on a eu un cas RH qui partait de l'ancienne structure, qui avait beaucoup de frustration, donc pas beaucoup de relations avec nous dans le passé. Donc, elle avait été, je dirais, influencée négativement et à un moment donné, on s'est dit, c'est tu restes ou tu t'en vas. Donc, on a cassé ça direct là. Si elle avait quitté, ça finissait là. On a mis les choses au clair et je pourrais vous dire aujourd'hui que c'est une ressource extraordinaire qui travaille avec nous. Elle prend énormément de projets, elle prend ça à cœur. Ça va très, très bien. Ça fait que ce que je veux lancer comme message, c'est qu'à un moment donné, il faut être courageux comme gestionnaire. Il faut être capable de prendre des décisions. Pas retourner en arrière parce qu'une structure ne marche pas bien. Pas non plus abandonner ton équipe pour une seule et unique personne. Parce que cette personne-là, elle influençait négativement le reste de l'équipe, pas qu'il était influençable, mais ça se sentait, c'était lourd. Alors, il a fallu régler la situation et la personne, je pense qu'elle a très bien compris.
Il a fallu aussi mobiliser et rassurer les autres parce qu'à un moment donné, les gens disaient « Hey, on s'en va où, là? » Là, on est en train de se planter. Je pense qu'Annick t'avait posé une couple de questions là-dessus, à savoir, là, qu'est-ce qu'on fait, là? On fonce toujours dans ce modèle-là. Il y a des gens qui avaient dit aussi « Ah, vous voulez vous déresponsabiliser, vous voulez nous garrocher vos tâches, puis vous déresponsabiliser. » C'est pas ça du tout. C'est d'utiliser, puis retenez ça aussi, utiliser les talents des gens et l'intérêt des gens. Une personne peut avoir beaucoup de talent pour faire quelque chose, mais elle n'a aucun intérêt. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va le faire bien et rapidement? Pas sûr. Alors, travailler avec les talents des gens et travailler avec leur intérêt aussi. Alors, nous, on a un tableau, une matrice pour ça, pour s'assurer que les gens se retrouvent à la bonne place. Le lâcher-prise aussi, je vous en ai parlé. Donc, déléguer tranquillement, structurer, mais défaire les silos et faire confiance et respecter la loi des petits pas. Ça ne donne rien de vous lancer là-dedans. C'est ce qu'on avait fait la première shot. On s'était lancé là-dedans. On avait mis des procédures, des processus. Écoutez, là, on était lancé là-dedans. Puis ça ne levait pas. Les gens, ils trouvaient ça très, très lourd. La solution ultime, ben, c'est l'équipe. C'est l'équipe et c'est l'équipe. Environnement de travail plus sain. Plus que 2 directeurs, coachs en devenir. Des ressources sont sorties du lot. Et je tiens à en nommer ici. Encore une fois, Christian, Marie-Pierre qui a décidé de prendre en charge des activités des deux groupes. Lucie qui nous a donné un bon support à la direction. Annick qui nous a drivé plusieurs projets en même temps. Françoise Guilaine en comptabilité. Je vous ai laissé toute seule pendant des mois à prendre les choses en main. Je n'avais même pas le temps de m'en occuper. Ils ont fait ça avec brio et Roselyne, naturellement, qui m'a aidé énormément. Les équipes s'auto-organisent tranquillement et interagissent. Les gens veulent de plus en plus de responsabilisation pour faire une différence dans l'organisation. Guylaine, je tiens à le dire, Guylaine, la semaine passée, elle a dit devant tout le monde, en une réunion d'équipe, elle a dit « Daniel, si vous avez d'autres responsabilités de même à nous transmettre, là, envoyez-nous-en, on va en prendre et on va vous aider. » Ça fait 2 fois que je la vois de personne en personne. Elle a dit « Daniel, as-tu des choses que tu veux que je fasse, que je prenne en main? » Un autre bon exemple, Lucie. On était en réunion la semaine passée. Annick présentait avec Lisande, ils présentaient leurs objectifs et les plans de match. On parlait du cercle prestige à l'automne. Lucie, elle interrompt, elle lève la main. Hey, elle a dit, l'avez-vous planifié dans l'agenda? Annick a dit, non, on n'a pas planifié. Je m'en occupe. Lucie a ramassé ça, a mis ça dans l'agenda. On a reçu, dans les 2 minutes qui ont suivi, on a reçu l'invitation. Ça, c'est du mode agile. Annick aurait pu dire, je vais le prendre en note, repartir après avec plein d'idées dans la tête. Ça ne fonctionne pas. Les gens veulent de plus en plus de responsabilités. Les tâches sont réparties selon l'intérêt, les talents, les forces de chacun, ainsi que de chacune des équipes aussi, parce qu'il y a des équipes qui ont des forces. Et naturellement, on forme les équipes en fonction des forces et des talents des gens. Les avantages-bénéfices de ce mode-là, développer le savoir-être, un environnement de confiance et faisant place à la reconnaissance. Et Lisande, notre nouvelle qui est arrivée il y a 2 ans, Lisande a dit « J'ai jamais eu autant de reconnaissance de ma vie. » C'est vraiment extraordinaire. Puis la reconnaissance, elle ne vient pas rien que de moi et de Rosine, elle vient de l'équipe. Imputabilité des membres de l'équipe, présenter une offre élargie aux clients, favoriser une meilleure intégration de nos partenaires, assurer une plus grande équité. Et les bénéfices pour l'équipe, c'est ça qui était le plus important pour nous, un gain de liberté en télétravail et en mode agile. Ils ont leurs objectifs, ils ont leur budget. Go! Environnement agile, équipe plus engagée et motivée, meilleure cohésion d'équipe. Dans le modèle qui donne des résultats, quelques succès des derniers mois, je vous en ai parlé de certains. Les présentations mensuelles, normalement, c'est la direction qui fait la réunion d'équipe. Ils prennent tout en charge l'ordre du jour, ils prennent en charge les discussions, les points de la journée. Ils se tapent 3 jours d'ouvrage avant la réunion d'équipe. Nous, on a transféré ça aux membres des équipes. C'est eux, à tous les mois, qui viennent nous présenter un PowerPoint qui est standardisé et ils viennent nous dire où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs objectifs financiers, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leurs objectifs d'indicateurs. Ils font de la reconnaissance aussi des membres de leur équipe. Ils nous parlent des partenaires qui ont référé. Ils font les demandes d'aide aussi. J'ai besoin d'aide là-dedans, j'ai besoin d'aide là-dedans. Et c'est des gens qui s'aident, qui s'entraident. Donc, l'entraide spontanée, j'ai donné l'exemple de Lucie. L'intérêt pour l'humain, quel est votre mood aussi? C'est un beau projet. On demande aux gens comment vous vous sentez un matin. Mais à l'aide d'un petit tableau comme ça ici. Donc, les gens choisissent un petit bonhomme et ils disent, moi, je me sens comme lui. Pourquoi? Pour X, Y, Z raisons. Gestion des congés et vacances, on a délégué ça à l'équipe. C'est avant, puis probablement ça fonctionne de même dans beaucoup d'organisations.
Tu fais une demande à ton directeur, le directeur l'approuve, il va envoyer un courriel à la personne qui gère les congés, à l'employé pour lui dire oui, tu vas avoir ton congé. Et là, la personne qui gère, bien, elle va faire les payes, elle va rentrer les vacances, elle va les suivre. Nous autres, on a un tableau partagé avec Google. Et c'est les gens, ils savent combien de journées de congés ils bénéficient. Ça, c'est mon nom, avec 3 sortes de congés. Ils ont des nombres de jours et il y a un cumul. Et les gens rentrent leur congé et ils nous envoient juste un petit message. Pas plus que ça. Ils n'ont pas besoin de demander de permission. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un devoir et la responsabilité de s'assurer que leurs collègues ne se retrouvent pas dans le caca et le devoir, la responsabilité aussi de s'assurer de servir les clients. Alors, à partir de ce moment-là, quand tu fais confiance à ton équipe, tu ne te feras pas jouer de tour. La création du team bonheur, budget de formation partagé. Comme je vous ai dit, on lance les budgets et les gens choisissent ensemble les formations qu'ils vont avoir. Appel à tous et volontariat aussi. Donc, on fait beaucoup d'appels à tous. Le plus beau bulletin, puis je vais terminer là-dessus, c'est le dernier sondage Gallup qu'on a fait, Gallup Q12, 12 questions pour mesurer l'engagement. On a commencé ça il y a 4 ans. On a commencé à un niveau de 3,95 sur 5 et on a eu notre dernier sondage à 4,51. C'est pratiquement une note parfaite dans le nouveau mood dans lequel on est. Salariés heureux, des statistiques, 2 fois moins malades, 6 fois moins absents, 9 fois plus loyal, 31 fois plus productif et 55 fois plus créatif. On fait plein d'activités de reconnaissance, consolidation d'équipe 2 fois par année. Et je termine là-dessus. Ça, c'est les témoignages. Si vous voulez les lire, vous pourrez le faire en regardant là, les acétates. J'en ai, vous voyez, ça, c'est les membres de l'équipe qui ont fait des témoignages du mode agile, de la façon qu'on gère présentement l'organisation, qui est grandement appréciée. Je vais prendre mon souffle en vous disant, il y a 6 mois, je vivais probablement une de mes pires périodes de ma carrière. Et maintenant, je vis une des plus belles périodes de ma carrière. Je mets de côté la belle phrase qui m'a été lancée que je ne deviendrai jamais un bon gestionnaire. Et je me dis que je suis mes intuitions, que les membres de l'équipe, c'est des membres entiers d'une organisation. On a tous un rôle à jouer. Et c'est à nous de nous faire confiance, travailler ensemble et d'avoir du plaisir au travail. Faites confiance à votre monde. Et vous allez voir que ça change les choses énormément. Là-dessus, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci.